Je voudrais dans un premier temps remercier très sincèrement les pompiers qui par sa créativité, sa magnanimité a bien voulu que nous puissions tenir ce point de presse. Je ne vais pas non plus être ingrat pour ne pas remercier ceux qui, de près ou de loin, ont bien voulu contribuer pour que ce point de presse intervienne toujours. Je ne vais pas non pas aussi oublier les journalistes qui, malgré leurs occupations, ont bien voulu répondre de manière spontanée à ce point de presse. Comme vous pouvez bien le remarquer, Norbert Yamba, c'est un acteur connu au pays, de par son activisme, que ce soit au sein de la société civile, que ce soit au cours de mon parcours à l'IDPS. Il est fondamentalement utile lorsque on prend la responsabilité de prendre une direction de ligne. Il est important véritablement de préciser les choses pour éviter toute confusion possible. Si hier vous m'avez connu comme cadre de l'IDPS, ou à un moment donné j'ai fait office d'un acteur majeur de la société civile du Congo, il faut reconnaître qu'aujourd'hui plus que jamais, j'ai pris la responsabilité devant l'histoire, devant la nation, de pouvoir faire véritablement la politique active. En devenant, comme vous pouvez le remarquer, secrétaire général de notre parti qui vient d'être créé, dénommé Front Citoyen pour la République. Je l'avais annoncé il n'y a pas une semaine, ce parti est déjà opérationnel. En attendant que la direction politique ne siège pour que nous puissions avoir une direction complète avec des animateurs bien précis, il est fondamentalement que c'est moi qui assure le pilotage de ce parti jusqu'à preuve du contraire. Beaucoup se poseront la question de savoir pourquoi aujourd'hui Yamba, qui était à l'IDPS, un parti qui a prédilection dans l'opinion, puisse véritablement aujourd'hui devenir membre ou militant du FCR, le Front Citoyen pour la République. Chers compatriotes, bien qu'étant journaliste, il est important de savoir que nous sommes des compatriotes congolais. Notre pays, c'est le Congo. C'est notre plantation. C'est notre village. C'est notre église. Dieu nous a doté une méga nation. Une nation convoitée de Tchounou. Une nation où le soleil est gratuit. Une nation de 2 345 000 km². Une nation de plus de 2000 fois la Micronésie. Une nation de 100 fois le Rwanda, qui nous embête et qui nous dérange à tout moment. Une nation de plus de 80 fois la Belgique. Une nation de plus de 120 fois le Luxembourg. Une nation de 4 fois et demi la France. Une nation de 9 fois le Japon. Une nation de 5 fois l'Allemagne fédérale. C'est un grand pays. C'est un grand pays avec la moitié de la forêt africaine, 47%. Vous savez le rôle de la forêt aujourd'hui intermédiaire. Nous sommes le deuxième puits écologique, après l'Amazonie. Dans le bassin du Congo, nous avons 135 millions d'hectares de forêt. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la croissance verte, avec l'économie verte, c'est justement la forêt qui devient véritablement le socle de toute l'économie du monde. Donc nous occupons la deuxième position après l'Amazonie. Nous sommes un scandale géologique. Qui ignore aujourd'hui que le Congo a tous les minéraux? Une étude récente qui a été démontrée dans les sites 14 a révélé sur les 48 minéraux qu'on a trouvés,
12 n'existent nulle part au monde. Aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est, de manière répétitive. Pourquoi? Simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle le coltan. 80% des réserves du monde. Et vous savez que l'électronique, vous savez que le satellite, vous savez tout ce qui est lié à l'électronique aujourd'hui, c'est fabriqué à l'aide des colomotantalite et de coltan. Nous en avons 80%. Et lorsque vous regardez la situation véritablement de notre budget, la situation de notre peuple, vous n'avez véritablement pas de relation entre, n'est-ce pas, la disponibilité des potentialités et la pauvreté accentuée véritablement de la population. Aujourd'hui, les Congo, c'est aussi une puissance phonique qui peut ignorer que nous avons plus de 509 espèces de mammifères. Nous avons plus de 1000 types d'oiseaux qui est convoité par le monde. Nous avons plus de 350 sortes d'espèces de reptiles, 100 espèces de primates. Vous savez, le bonobo aujourd'hui, ça fait beaucoup d'argent à travers le monde. Simplement parce qu'on veut étudier si véritablement l'homme noir est à l'état d'animalité zéro. C'est comme ça qu'il déverse de l'argent pour faire des études sur le bonobo, etc. Mais nous en avons 100 espèces dans notre pays, dont le bonobo. Donc, nous sommes une puissance halieutique et vous savez que dans le monde, il y a des grandes entités qui ont véritablement autant de poissons, des lacs, compagnie, poissonniers. Et nous avons 150 000 espèces de poissons. Nous sommes suivis par l'Amazonie avec 413. Et vous voyez les cas, 1500, 413. Et donc nous ne continuons qu'à importer véritablement les chercheurs, etc. Tout du reste sont des poissons, il faut être en Belgique, il faut être en France. Vous comprenez que ces poissons ne sont plus mangés là-bas. Si ce n'est que des poissons envoyés chez nous qui sont plus d'usage et qui véritablement servent de nourriture des chiens. Nous sommes une puissance énergétique qui oublie que le tiers-monde dans son ensemble, lorsque vous prenez l'Amérique latine, vous prenez l'Asie et vous prenez l'Afrique, 50% des potentialités énergétiques du monde. Sur les 50% du tiers-monde dans son ensemble, le Congo, notre pays, à 25%, la moitié. Et pourtant, lorsque vous prenez la moyenne, c'est 165 kWh. Mais le Congo n'atteint même pas la moyenne, bien qu'ayant de grandes potentialités. Et la preuve, c'est que, un peu presque partout, il y a l'opportunité, on ne peut pas avoir des sociétés, on ne peut pas avoir des industries, on ne peut pas véritablement créer une chaîne de valeur ajoutée, parce que véritablement, nous n'avons pas l'électricité disponible, nous n'avons pas l'eau, etc. Et pourtant, nous sommes le premier pays qui a la grande quantité d'eau douce recherchée à travers le monde. Donc, nous sommes dans une sorte de paradoxe. Un paradoxe entre le pays riche, extrêmement riche, Dieu nous a tout donné, mais un pays extrêmement pauvre aujourd'hui. Il y a des indices qui ont été démontrés par le FNUD, la FAO, qui vous dit qu'il y a 80% de populations qui sont très pauvres. Vous savez qu'aujourd'hui, il est très clair que nous avons un revenu par habitant de l'ordre de 400 à 500 $ par habitant. Lorsque vous faites le calcul par mois, nous avons 1,4 $ par mois. 1,4 $ par mois. Lorsque vous prenez 100 par jour, vous n'avez rien. Donc le Congo est dans la pauvreté la plus abjecte. Alors maintenant, lorsqu'on analyse comment nous fonctionnons, lorsqu'on analyse les méthodes, les solutions qui sont données, que ce soit par le gouvernement, que ce soit par les acteurs politiques, on se rend finalement compte comme si Dieu ne nous a pas donné l'intelligence. Sincèrement, c'est comme Dieu ne nous a pas donné l'intelligence. Vous savez, les mêmes solutions qui ont été appliquées dans les années 1920, dans les années 1960, dans les années 1990, ce sont les mêmes solutions qui continuent jusqu'en 2016. On dirait qu'on n'a pas photographié la situation. On dirait qu'on n'est pas en train de voir la situation. Et pourtant, nous avons copié la Constitution, n'est-ce pas, du droit romain. Nous avons copié la Constitution, n'est-ce pas, du droit français. Et nous, aujourd'hui, très très clair, que même en France, même aux États-Unis, l'Europe dans son ensemble est en train de traverser une crise très grave. Une crise très grave. Et donc, les institutions sont essoufflées. Les institutions sont obsolètes. Les institutions ne sont plus adaptées par rapport à la situation. Et donc, la pauvreté tente véritablement d'envahir
la population à travers le monde. Et donc, si, chez les Occidentaux, la situation ne va pas, et puis à votre origine, et c'est comme ça que de temps en temps, on se complaint, lorsqu'on réalise un revenu, un budget de 4 milliards de dollars, on croit qu'on a fait des choses exceptionnelles, et pourtant, la Chine qui était presque la même situation dans les années 60, avec nous aujourd'hui, est à plus de 11 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Lorsque vous prenez par exemple le Brésil qui avait la même situation aujourd'hui, est à 3 000 milliards de produits intérieurs bruts. Lorsque vous prenez l'Inde, c'est 10 400 milliards de produits intérieurs bruts. Et donc, nous sommes à 40 milliards, 45. Lorsque vous prenez l'Afrique, d'une manière générale, il y a 5 locomotives en Afrique. En Afrique du Nord, vous avez l'Égypte, avec 285 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est la locomotive, et vous avez, parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique, vous avez la Tunisie, vous avez l'Algérie, vous avez l'Égypte. Et donc, ces pays-là, le Maroc, avec un revenu de plus de 5 000 dollars par habitant par an. Mais lorsque vous regardez à l'Afrique australe, c'est l'Afrique du Sud, le pays le plus riche d'Afrique. Et donc, 400 milliards de dollars par habitant, parmi les pays émergents. Et lorsque vous regardez, n'est-ce pas, en Afrique de l'Est, l'Éthiopie qui hier était un pays affamé. Écoutez, aujourd'hui, l'Éthiopie a 287, la locomotive. Et lorsque vous comparez l'Éthiopie, vous regardez le Kenya, vous regardez la Tanzanie, ce sont des pays qui avancent. On dirait que vous êtes en Europe. Et lorsque vous regardez en Afrique de l'Ouest, vous avez le Nigeria. Vous savez, le premier milliardaire de l'Afrique, c'est un Nigeria. Mais ce sont des Noirs, ils sont de l'Afrique subsaharienne. Et donc, ils ont 520 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Mais la locomotive en Afrique centrale, c'est le Congo-Kinshasa, avec ses potentialités, je l'ai démontré. Mais vous savez, c'est combien? 40 milliards. Donc, le Congo est à genoux. Le Congo est en disparition. Le Congo ne va pas survivre. Tout est bloqué. Au-delà, véritablement, de la situation actuelle où les gens parlent de constitution. Même si on respectait la constitution, lorsque vous regardez les méthodes et les modèles de gestion de gouvernance de la République, on ne peut pas changer la situation de notre pays. Et donc, nous avons dit, allons-nous laisser le pays comme ça, pour avoir été pendant longtemps consultant international, il y a beaucoup d'institutions, on a sillonné à travers le monde. On s'est finalement rendu compte qu'il y a beaucoup d'expérience, il y a des grandes capacités, le pays est bloqué, il faut l'oxygéner, il faut défendre la République, il faut lutter contre la pauvreté. Et c'est comme ça qu'avec les amis, nous avons dit que non seulement nous devons trouver une réponse par rapport aux problèmes actuels et ponctuels qui posent problème chez nous, autour de la problématique du respect du délai constitutionnel. Mais il y a aussi un problème de fond, parce que les institutions se mettent à place. C'est pour répondre et résoudre les problèmes de la population. Les questions de la population ne sont pas résolues. Et donc, il faut des méthodes qui permettent véritablement à lutter contre la pauvreté de notre peuple. D'où nous avons, avec les amis, mis en place ce qu'on appelle les fonds citoyens pour la République. Ces fonds citoyens pour la République, c'était un grand mouvement de restitution de la République aux citoyens. Un mouvement qui ressource de la synergie des citoyens. Les citoyens d'en haut, les citoyens d'en bas, qui véritablement deviennent des copropriétaires de la République. Ils se disent qu'il faut arrêter avec la mauvaise gestion. Il faut produire des richesses. Il faut mettre l'accent sur la technologie. Il faut mettre l'accent sur la recherche fondamentale. Il faut mettre l'accent sur la recherche appliquée pour construire une dynamique de croissance, de richesse, etc. Et la croissance des richesses va permettre de véritablement trouver des moyens qui permettent de résoudre le problème de la population. Il faut un parti qui a des ambitions, pas un parti pour se positionner, mais c'est un parti qui nous dit, dans les 10 ans, dans les 30 ans, dans les 50 ans, surtout qu'en 2030, le Congo aura 112 millions d'habitants. Et regardez, nous sommes à 70 millions. Avec 70 millions, on n'est pas capable de nourrir la population. Et en 2050, on sera à 150 millions. Donc ça sera le double de la situation d'aujourd'hui. Et si, avec la même intelligence, avec la même méthode, ou quand on produit quelque chose, on achète quelque chose occasionnel, on croit qu'on a fait des choses phénoménales. Il faut donc libérer l'intelligence. Il faut donc libérer le bon sens. Il faut donc permettre véritablement que le Congo puisse bien fonctionner. Et je vous dis, à toute sincérité, et Dieu me voit, la responsabilité qui est la nôtre, c'est aujourd'hui d'utiliser l'intelligence à la base de la lutte contre la pauvreté. Et avec les amis, avec un profil et le background qu'on nous reconnaît, nous allons nous battre pour que véritablement ce pays puisse changer. Je sais
je sais, mes chers mesdames et messieurs les journalistes, que notre pays fonctionne dans des raccourcis. Le raccourci, c'est-à-dire on veut gagner facilement, on veut manger, on veut jouir. Et il est difficile qu'on ait des personnes qui croient à 30 ans, à 50 ans. Et quand quelqu'un amène un discours qui vous dit, voilà, dans 30 ans, ce qu'on va faire, quelqu'un se pose la question, va-t-on arriver à 30 ans, il faut que je mange aujourd'hui. C'est peut-être ça, la douleur d'enfantement. Mais nous croyons sincèrement la capacité de notre peuple de se transformer. C'est pour cette raison que nous avons voulu créer ce parti politique. Créer ce parti politique pour lutter, pour défendre la République. Et la défense de la République, ce sont ces institutions. Ces institutions sont reconnues par la Constitution, qui est la loi fondamentale, par les textes réglementaires. Et parce que nous voulons défendre la République, nous devons tenir véritablement compte de ces différents textes qui permettent de régenter la République. Deuxième chose, ces textes ne peuvent rien servir si on ne lutte pas contre la pauvreté. Il faut des méthodes, il faut des stratégies innovantes. Nous croyons avoir le profil et la capacité nécessaire pour que nous puissions générer d'autres alternatives qui permettent véritablement de donner solution aux problèmes de notre peuple. Et troisièmement, je voudrais lancer un appel solennel à tous les Congolais. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui dans la presse. Et la presse est le quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir parce qu'elle permet véritablement de livrer les informations. Et l'information est la matière première de la connaissance. Et s'il n'y a pas de connaissance, quand on est ignorant, on est complètement perdu. Nous croyons sincèrement, il faut qu'à un moment donné, que la légitimité, la spontanéité dans la défense de notre pays soit véritablement le leitmotiv de tout le monde. Nous croyons sincèrement que la presse sera avec nous pour nous soutenir. Nous avons des idées. Nous avons des idées. À l'intérieur comme à l'externe. Et on nous répond par rapport à ça. Et nous sommes capables véritablement d'agir dans l'essence et de transformer dans le pays. Nous demandons également à tous les paysans qui sont disséminés à travers le pays, qui aujourd'hui ne peuvent pas vendre leurs produits, qui aujourd'hui sont privés des routes et des desserts agricoles. Il y en a 88 000. On a simplement travaillé pendant tous ces temps. Dans les 50 ans de notre indépendance, 2007 ans, sur les 88, sur les 145 000 km², 1000 km de route, on a travaillé seulement sur 2500. Sur les 14 000 km de voies ferrées, de voies fluviales, on n'a même pas commencé à baliser la fleuve. Sur les 7000 de voies ferrées, ferroviaires, et donc on est en train d'entendre, parce qu'il y a trop de promesses. Écoutez, nous avons intérêt. Avec les 1500 ponts aujourd'hui, il n'y a que 20 qui sont opérationnels avec le concours de la coopération technique belge, de la Banque mondiale, du programme des Nations Unies pour le développement. Nous avons à peu près 3500 ponts aujourd'hui. Il y a une vingtaine. Donc, sincèrement, par rapport à ça, nous croyons avoir des relations. Nous avons des relations parce qu'on y a travaillé avec plusieurs acteurs multinationaux, etc. Et nous estimons pouvoir apporter véritablement des alternatives qui permettent à notre pays d'avancer. Je termine par vous dire que la position du FCR, par rapport à la situation actuelle, c'est de défendre la République. La République a mis en place ce qu'on peut appeler ces dispositifs juridiques. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de l'ordre. Et le droit qui est le nôtre, c'est notre constitution, qui est la loi fondamentale. Il faut la respecter. Il faut véritablement la respecter. Moi, je pense que personne ne peut être au-dessus de la Constitution. Et si dans l'hypothèse qu'on se trouve dans une situation bloquée, je pense qu'on peut aller dans une situation de philosophie pratique politique. On fait quoi pour sauver? Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas dans le sens de vouloir sauver. C'est dans le sens d'aggraver la situation déjà précaire. C'est pourquoi nous disons qu'on arrête avec ce qui se passe aujourd'hui. Il faut chercher des solutions au grand remède. C'est-à-dire des acteurs qui ont un poids politique et qui pensent et qui sont capables véritablement de se mettre d'accord sans que quelqu'un puisse véritablement se présenter en termes d'avoir plus de muscles que les autres pour s'imposer dans la dynamique de la gestion de la République. Ceci étant, je réitère mon appel à tous les collègues qui sont dans les entreprises, tous les collègues qui sont dans l'administration publique, tous ceux qui travaillent dans le privé, les docteurs, les chauffeurs, les journalistes, les professeurs d'université, les médecins, les syndicalistes. Voilà l'occasion. Venez, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble. C'est la discussion, c'est l'intelligence qui va primer. Nous ne sommes pas dans la logique de la force, du droit de la force.
Nous sommes dans la logique de la force du droit. Ce sont les échanges. Et je crois que ce sont les échanges qui peuvent sauver la République pour relever le vrai défi, qui est celui de lutter contre le pauvreté. Merci bien. Alors, nous allons passer à la deuxième étape. Si vous avez des